Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Point de vue juridique, votre émission qui vous parle droit, qui vous parle de la justice. Bien sûr, comme nous le disons chaque fois, c'est plutôt avec un invité. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler ou de débattre notre thématique d'aujourd'hui intitulée « La politique criminelle contre les koulouna », de la prévention, l'éducation et la répression. Bien sûr, nous avons réussi pour vous, chers téléspectateurs, Maître Bopol Moupemba, il est avocat au barreau de Kouilou et aussi membre de l'association pour l'accès à la justice. Bienvenue Maître et bonjour. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci, c'est plutôt nous qui vous remercions de pouvoir respecter notre rendez-vous. Merci, mais je voudrais corriger, c'est l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. Ah, ouais. L'association congolaise pour l'accès à la justice. Ok. Bon, en fait, déjà, puisque vous m'avez pris à court de mots, qu'est-ce que vous voulez dire de l'association pour l'accès à la justice? Ce que je voudrais dire, d'abord, nous avons fêté nos 10 ans d'existence au courant de ce mois, c'est-à-dire les 12 septembre. Et donc, l'Association congolaise pour l'accès à la justice est une organisation de défense et de promotion des droits de l'homme. Ça fait longtemps que nous sommes dans la défense des droits de l'homme et maintenant nous sommes en train de travailler pour que dans notre pays nous puissions plus ou moins avoir un État, pas un État voyou, mais un État qui respecte les droits de l'homme. Nous avons certains axes dans lesquels nous intervenons parce que les droits de l'homme c'est très vaste. Donc nous avons 3 catégories des droits de l'homme. Nous avons les droits civils et politiques, nous avons les droits économiques, sociaux et culturels, nous avons aussi les droits collectifs. Alors nous avons beaucoup travaillé dans les droits civils et politiques. Maintenant, nous sommes très axés maintenant sur les droits économiques, sociaux et culturels parce que nous luttons contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et si vous suivez les médias, vous allez comprendre que nous sommes très engagés et très déterminés pour cette catégorie de droits. Ça, c'est quelque chose de réel que nous vivons déjà, que vous êtes très engagés dans la politique de prévention pour la corruption, oui, mais aussi, comme vous venez de le dire, pour le droit des personnes. Est-ce que la CAJ départ vraiment son apostolat, reçoit un gain de la part de la population pour nécessairement être du côté de la défense ou essentiellement vous avez des intérêts que vous gagnez auprès de la population? Non, la population, nous travaillons pour la population. Nous travaillons pour... Qu'est-ce que vous gagnez en retour? En retour, ce que nous gagnons, c'est des remerciements, c'est de voir des personnes, écoutez, c'est de voir des personnes vivre leur dignité, être respectées. C'est ça qui nous fait nous plaisir. Nous n'avons pas un gain particulier que de voir des personnes pour lesquelles nous sommes intervenus, les victimes de violations des droits de l'homme pour lesquelles nous sommes intervenus, être rétablis dans leurs droits et vivre en toute dignité. Voilà, c'est ça notre gain. Bien que ce n'est pas le sujet de notre émission d'aujourd'hui, mais vous n'allez pas peut-être nous dire que tout ce que vous gagnez pour faire vivre aussi votre famille, c'est juste le remerciement que vous recevez. Je suis avocat, j'ai mes dossiers, j'ai des dossiers. Vous exercez aussi votre profession au sein de cette association. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Non, je n'exerce pas ma profession en tant qu'avocat des droits de l'homme. Je l'ai fait d'une manière bénévole. C'est-à-dire, j'assiste ou j'accompagne les victimes de violations des droits de l'homme devant les instances judiciaires compétentes pour qu'ils soient rétablis de leurs droits. Mais sinon, pour ma vie privée avec ma famille, subvenir aux besoins de ma famille, je suis avocat, j'ai des dossiers privés. Je m'attendais peut-être que vous allez me dire, il y a des organisations internationales qui vous donnent aussi la main, peut-être pour arriver à bon port à réaliser tout ce qui est... Mais vous savez que la loi a déjà défini comment une organisation vit, non? La loi dit qu'une organisation vit de la cotisation de ses membres, des dons, des legs et des subventions, et même des subventions de l'État. C'est ce qu'il a Mais malheureusement, notre État, l'État congolais, n'arrive pas à subvenir aux besoins des organisations. Donc, ne donne pas de subventions aux organisations. Donc, il y a beaucoup de moyens pour qu'une organisation vive.
mais c'est quand même compris ce qui est légal et que vous devez vivre de subsides venant auprès de l'État qui doit nécessairement accompagner votre travail. C'est ça. Merci encore une fois, Maître, de pouvoir répondre à notre invitation. Nous avons très bien dit que nous parlons de la politique criminelle, de la prévention, l'éducation et la répression. C'est surtout une politique criminelle face au phénomène Kuluna. Qu'est-ce que vous pouviez dire en rapport avec la politique criminelle? Déjà à l'entrée, qu'est-ce que cela veut dire? D'entrée des jeux, je me pose moi la question de savoir est-ce qu'il existe une politique criminelle dans notre pays. C'est ça la question de savoir. Sous d'autres cieux, ça existe? Oui, sous d'autres cieux, ça existe. Et comment les définissez-vous? La définissez-vous? La politique criminelle, s'il faut que je donne une définition, selon moi, c'est une politique qui prévient les crimes, parce que les Kuluna, ce sont les crimes urbains. Ce sont les crimes urbains. C'est une politique qui prévient, qui réprime et qui travaille pour la réinsertion de ces personnes dans la société. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, est-ce que chez nous, nous avons une politique criminelle? C'est basant sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est bien par rapport à ces définitions. Si on peut au moins définir les concepts pour séparer au moins très bien ou pour faire comprendre la matière aux téléspectateurs. Quand on parle de la politique, on voit nécessairement une gouvernance, une manière de gérer. Voilà. Et quand on parle de la criminalité ou le criminel, c'est celui qui commet un crime ou une infraction au sein de la société. Effectivement. Donc généralement, la politique criminelle est l'ensemble de moyens mis en place pour gérer, matraquer et réprimer une infraction et faire revenir ces criminels utiles dans la société. Voilà, tu as tout pris et tu as donné une bonne définition. Merci pour la clarification de ce que nous allons parler ici dans cette émission. Maître Bopol, déjà, vous avez dit que vous ne savez pas, vous vous posez la question si la politique criminelle existe dans notre pays. Cela veut dire? Bon, cela veut dire qu'avec ce que nous observons, on peut quand même se poser cette question. C'est de bons droits de se poser quand même ce genre de questions. Ce n'est pas aux ignorants de oui. juristes, vous vous posez oui, cette question. c'est de poser ces questions. Est-ce que nous avons cette politique, nous avons cette gouvernance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ça existe, cette politique criminelle? Parce que nous avons le phénomène Kuluna qui est en train de prendre de l'ampleur, qui a pris de l'ampleur parce qu'il faudra aller déjà à l'historique de l'existence même de ce phénomène Kuluna. Vous savez qu'avant qu'il existe le phénomène Kuluna, il y a eu un phénomène qu'on appelait Katakata. Ah oui. Oui. Je pense que le phénomène Kuluna est parti du phénomène Katakata et aujourd'hui nous avons le Kuluna. Mais où sont venus les Kuluna? C'est ça, il faut maintenant se poser la question de savoir les causes de l'existence de ce phénomène. Pour savoir les causes, nous pouvons aussi nous poser la question, qu'est-ce qui a fondé cette cause? Voilà. Pour que les gens ou les jeunes, parce que quand on définit les Kuluna... Moi, je voudrais quand même être très direct. Notamment. Moi, je pense que le phénomène Kuluna, c'est un phénomène qui a été entretenu. Comment entretenu par les autorités. Parce qu'à un certain moment, on les a utilisés pour mettre les désordres ou pour intimider telle ou telle autre catégorie de politiciens. Nous le savons tous, ce n'est pas à cacher. Donc c'est comme ça qu'on utilisait les Kuluna pour aller par exemple mettre les désordres dans certaines manifestations publiques, dans certaines marches pour dire que ces personnes ont soit saccagé, ont détruit tel ou tel autre bien de l'État ou privé. Ça, c'est la première des choses. C'est un phénomène qui a été entretenu. Mais maintenant, quand ils ont entretenu ce phénomène, ils n'ont pas eu aussi les moyens nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. C'est comme ça que les Kuluna, ce sont des jeunes garçons qui font les sports et on utilise leurs muscles pour frapper les autres ou pour aller s'aimer le trouble quelque part. La terreur, l'insécurité quelque part. Ils se sont vus abandonnés. Maintenant, ils ont dit, bon, ils doivent quand même vivre après tout. Et ils se sont créés leur manière de vivre. Leur manière de vivre, c'est d'aller extorquer, d'aller tuer, d'aller blesser. Et en parlant des régimes, quand vous vous dites que les Kuluna, c'est
un phénomène entretenu par les autorités. Vous parlez du régime kabylisme ou vous parlez du régime... Je parle du régime, je ne parle pas du régime Tshisekedi, je parle du régime parce que le phénomène Kuluna est né. Et ils sont entretenus ou encore le phénomène est entretenu pour quelle fin? Voilà, je venais de le dire tout à l'heure. Le phénomène Kuluna est né pendant le régime de Kabila, le régime passé, ce n'est pas le régime Tshisekedi. Parce qu'essentiellement, nous en avons aussi vécu ici. Oui, oui. Il y a peut-être les appartenances politiques nous y arrivons, nous y arrivons. Ce phénomène est né pendant ce régime. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces jeunes forts pour aller réprimer les manifestations des opposants. Oui. Pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi était encore opposant. Notamment. Et les autres ont envoyé ces jeunes gens. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Je sais de quoi ils parlent parce que nous avons fait le monitoring et nous avons interrogé parfois ces jeunes-là qui ont dit que nous étions regroupés telle part. On nous a donné à chacun $60 pour aller intervenir dans une manifestation publique de l'opposition. Et c'est ce qu'ils faisaient. Vous comprenez? Maintenant, ça a pris quand même de l'ampleur. Et puis les autres jeunes ont commencé à copier ça aveuglément. Et quand on a copié ça aveuglément, on pouvait bien maîtriser ceux qu'on encadrait, mais ceux qui sont nés de leur manière ne pouvaient plus être maîtrisés. C'est comme ça que le phénomène Kuluna a pris de l'ampleur. Et ce phénomène est aussi encouragé par le chômage. Et les jeunes n'ont rien à faire. Ils sont au chômage et ils sont la proie de tous les politiciens qui ont de l'argent, qui veulent les utiliser pour leur marche, qui veulent les utiliser pour s'aimer les troubles ou intimider tel ou tel autre camp politique. C'est ça malheureusement ce qui se passe. Est-ce que le phénomène Kuluna n'est pas une conséquence de la dépravation et de la délinquance juvénile? C'est aussi un élément, c'est une dépravation, mais je voudrais quand même revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'est un phénomène qui a été entretenu. Vous savez, dans ce pays ici, nous avons connu à un certain moment un slogan qu'on disait Chancelo Kopamba. Un musicien a chanté le Shege. Il les a encensés, quoi. Oui. Il a dit Shege, Chancelo Kopamba, tout ça. Mais ces Shege-là ne tuaient pas, ces Shege-là ne volaient pas. Ces Shege-là, c'était des jeunes gens dans la rue. Ils demandaient, ils quémandaient, ils encensaient les musiciens, ils encensaient les hommes. Quand vous allez sur le boulevard du 30 juin, ils connaissent tous les véhicules de toutes les autorités ou des musiciens et ils savent comment ils vivent en demandant. Voilà, c'est le terme, ils faisaient les matolos. Mais maintenant, on a commencé à les utiliser. Bon, on les prend, on les dit non, allez attaquer telle maison, aller blesser telle ou telle autre personne parce qu'on veut l'éliminer politiquement. Et on a commencé à les utiliser comme ça et ce phénomène a pris de l'ampleur et est devenu vraiment en réalité, ils sont devenus en réalité des criminels. Parce qu'avant, ce n'était pas des criminels. C'était des jeunes qui demandaient, il y en a même dans le groupe musical, nous en avons vu, qui sont devenus des boss, qui sont devenus des musiciens, parce qu'ils ne tuaient pas. Mais on a commencé à les utiliser pour tuer et on ne sait plus maîtriser ça. C'est ça qui a permis à ce que ce phénomène prenne de l'ampleur. En dehors de l'aspect dépravation, en dehors de l'aspect de la délinquance juvénile, parce que ce sont aussi peut-être des phénomènes qui sont normaux dans la vie d'un jeune. Mais qu'est-ce que quand vous parlez que c'est peut-être que les jeunes ont été malmenés de politique, quand vous dites cela, vous imaginez que seule conséquence était justement le fait de pouvoir être malmené par les politiques ou aussi réellement il y a un aspect de dépravation parce que ces jeunes gens que vous parlez, bien qu'ils soient malmenés par les politiques, mais leur mission était, selon vous, de séparer ou de démarquer quelqu'un dans la scène politique comme les opposants. Mais comment il s'est fait que ces mêmes jeunes gens deviennent aussi des sanguinaires pour ne pas voir peut-être être effrayés du sang des gens? Pour couper tout ça, cette forme de criminalité. Quand vous dites qu'ils sont devenus des sanguinaires, c'est-à-dire que
ils sont utilisés, on leur a donné des moyens et ils ont pris le goût. Ils ont pris le goût dans ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour mieux vivre maintenant, il faut aller extorquer, il faut aller voler, il faut aller blesser les mamans, blesser les gens qui sortent matinalement pour aller faire telle ou telle autre activité. Donc, c'est ça. Mais cette histoire de dépravation des mœurs, c'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous allons revenir, maître. Je suis tout à fait d'accord. Nous allons revenir avec vous, le temps que nous ayons quand même une petite pause avec cet élément que nous propose la régie. Et puis on revient tout juste après. Si la régie est prête, peut nous balancer au moins cet élément. Et puis on revient juste après l'élément de la régie. C'est à l'issue de la soutenance de sa thèse dont le sujet est « Contribution à la construction d'une politique criminelle de lutte contre le phénomène Kuluna en République démocratique du Congo de 2009 à 2015 » que Célestin Kanyama vient d'obtenir son diplôme de doctorat en droit. Tout d'abord, le récipiendaire a commencé par dévoiler les motivations qui lui ont poussé à axer son travail sur les sujets précités si haut. Il s'agit notamment de la délinquance juvénile qui bat son plein en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Selon le général, ce phénomène est exécuté par les jeunes dont l'âge varie entre 8 et 35 ans qui troublent l'ordre et la paix sociale. Ils malmènent les paisibles citoyens, ils volent, violent, brutalisent et parfois tuent. Ayant effectué des recherches approfondies, Célestin Kanyama a énuméré les causes de cette barbarie dans les chefs de certains jeunes Congolais qui se manifestent par la perpétration de plusieurs actes de violence érigés à l'infraction. Il s'agit de la promiscuité, l'abandon des enfants, les divorces, les affrontements politiques, les déficits d'une politique d'embauche et d'encadrement de la jeunesse, la pauvreté de la population et l'administration des produits nuisibles. Face à cette situation, dans sa conclusion, cet ancien chef de travaux a basé essentiellement ses propositions sur 3 axes, à savoir 3 axes essentiels. Nous avons la prévention, nous avons l'éducation, le renforcement des capacités et enfin la répression. Après son exposé, Célestin Kanyama a fait face aux membres du jury dans un jeu de questions-réponses. Quelques minutes plus tard, la séance a été suspendue pour permettre au jury de prendre sa décision. Après délibération à huis clos, le jury s'est prononcé en annonçant la grande distinction du nouveau docteur en droit, Célestin Kanyama Tshishiku. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Kanyama Tshishiku Célestin, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Kanyama Tshishiku Célestin a réussi avec la mention grande distinction. Ensuite, s'en est suivi la remise du diplôme des doctorats et des insignes de l'université par les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Daniel Ngoma Yanzonzi. Diplôme que je vais lui remettre aujourd'hui. Après celui-là, il n'y a pas d'autre diplôme au monde. Fier de son nouveau grade académique, le nouveau docteur n'a pas caché ses impressions. Quelle émotion! Je crois aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un jour de remerciements et de félicitations. Avant toute chose, je tiens à remercier l'Éternel des armées. L'impossible est rendu possible. Que Dieu soit loué à jamais. Signalons que cette activité a connu la présence du doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, Jean-Louis Essambo, professeur ordinaire, et tant d'autres personnes de haute fonction. Allez, nous revenons avec notre émission. Maître, vous avez quand même suivi. Oui. J'ai vu avec attention l'élément que venait nous proposer la régie. Quel est votre point de vue? Je suis très content, d'ailleurs très fier du général Kanyama, parce qu'il est l'une des personnes, lorsqu'il était commandant de la ville, qui a beaucoup travaillé pour la répression du phénomène Kuluna. Et aujourd'hui, défendre une thèse sur la criminalité urbaine, je pense qu'il en a
il a l'expérience et puis c'est quelque chose à féliciter, quoi. Parce que aujourd'hui, un pénaliste congolais a travaillé sur cette question de la criminalité dans les milieux de jeunes, dans les milieux urbains, qui est peut-être que le phénomène Kuluna. Mais aussi, il y a un point saillant qui, par exemple, vous venez de l'évoquer ici, du régime passé. Et nous avons vu avec vous que c'est Kanyama qui s'est donné de la peine pour réprimer le meurtre et quand même les assassinats commis par ces criminels que nous appelons les Kuluna. Mais quand vous faites un point de vue, quand vous faites un parallélisme, qu'est-ce que vous réfléchissez entre le régime passé qui était... Sur la répression? Oui. Bon, sur la répression, je vous annonce d'ailleurs que je suis parmi les personnes qui ont rencontré le général Kanyama quand il était commandant de la ville dans une délégation de membres de la société civile qui avait fait un rapport sur la répression des Kuluna. Nous n'étions pas d'accord avec le général du fait qu'il y a eu, lors de l'opération Likofi, des exécutions extrajudiciaires. Donc, il y a deux personnes qui ont été exécutées et nous sommes allés avec ces rapports. Nous avons reçu des victimes. Nous avons reçu des victimes, c'est-à-dire les parents des jeunes garçons et des autres personnes prétendues être des Kuluna, qui sont venus à nos bureaux pour se plaindre. Et nous avons fait un rapport, nous sommes allés lui présenter et dans ce rapport, il était vraiment cité pour avoir ordonné à ces policiers de tuer des personnes prétendument appelées Kuluna. Alors nous avons dénoncé cette façon de faire, nous avons dit qu'on ne peut pas, dans un état de droit, dans un état où la loi existe, le droit pénal existe, exécuter des personnes d'une manière extrajudiciaire. C'est vrai que notre pays a encore dans son arsenal juridique la peine de mort est encore là, même s'il y a un moratoire qui existe, qui suspend l'exécution de la peine de mort. Mais seulement, on ne peut pas exécuter quelqu'un d'une manière extrajudiciaire. C'est cela que nous avons dénoncé. Mais les autres méthodes qui ont été utilisées par lui pour des méthodes de dissuasion qui ont été utilisées par lui, nous les avons saluées et nous les avons encouragées. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement quel est le modus operandi que le droit pénal congolais a prévu pour réprimer les infractions? Alors, nous partons d'abord sur les principes de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, la loi prévoit qu'une personne qui commet une infraction doit être entendue, arrêtée d'abord, entendue par soit un OPJ, soit un magistrat du parquet, et le dossier doit être transféré devant la justice si les magistrats du parquet estiment qu'il y a certainement les indices sérieux de culpabilité. Ils le gardent au cachot et ils transfèrent les dossiers devant les juridictions compétentes pour que la personne soit jugée. Et si la personne est jugée, entendue, d'une manière régulière et que les juges estiment que cette personne est coupable, voilà, le juge prononce son jugement. Il prononce sa décision et c'est après que la décision peut être exécutée. C'est ça la procédure pénale. C'est ça la procédure, c'est ça ce que le droit pénal prévoit. Et non, moi je viens comme ça, je me dis que non, voilà, telle personne m'a volé ou a tué ma fille directement, je tire sur cette personne. Non, non, ça, notre droit ne prévoit pas de choses comme ça. Dans la façon de rassembler toutes les preuves, oui. Vous pensez que est-ce possible dans notre politique aujourd'hui de pouvoir rassembler, de permettre à une victime de rassembler toutes les preuves possibles pour accuser, nécessairement pour que la juridiction puisse prononcer un jugement juste? Il y a des institutions pour ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des OPJ.
la victime peut se faire aider par des OPJ, la victime peut se faire aider par les magistrats du parquet pour rassembler les preuves. On dénonce aujourd'hui qu'il y a une coopération entre la justice et les Koulouna. Malheureusement, si c'est vous qui dites ça, mais si c'est vrai, c'est quelque chose que nous déplorons. Oui, ce sont des choses que nous déplorons. Si la justice doit commencer à protéger les criminels, ça devient grave, ça devient très dangereux parce que nous tous, nous sommes maintenant en danger. Ce n'est pas bon. Nous tous, nous sommes maintenant en danger. Oui. Un victime qui peut-être a été blessé ou une personne tuée, mais sa famille doit passer devant la barre ou doit voir un OPJ justement pour se faire rétablir dans ce droit. Se faire rétablir dans ce droit. Mais ces derniers n'ont pas aussi une possibilité concrète pour pouvoir amener cette personne à bien être rétablie. C'est pourquoi la CAJ lutte pour l'accès à la justice. C'est ça. L'accès à la justice doit être rendu possible pour tous. C'est-à-dire que pour déposer une plainte, je ne pense pas qu'il y a des frais à payer. Mais malheureusement, dans la pratique... Vous êtes sans ignorer que... Dans la pratique, il y a des OPJ, des magistrats qui demandent de l'argent pour que quelqu'un dépose sa plainte. Ça, ce sont des choses que nous déplorons et que nous dénonçons. Mais si déjà dans l'entrée du jeu, le magistrat, l'OPJ demande l'argent pour un dépôt d'une plainte. Et aussi, peut-être pour descendre dans les lieux où... pour faire l'enquête. Pour faire l'enquête, exactement. Mais vous pensez que pour arriver jusqu'au bon port, pour que la personne soit rétablie dans ce droit, il y aura une facilité, raison pour laquelle je dis qu'il y a une coopération entre les criminels et les gouvernements ou encore les personnes habilitées. Le travail que vous et nous devons faire, c'est de sensibiliser au maximum les magistrats, d'être indépendants et de faire leur travail avec conscience. Parce que les vies, ce qu'ils jugent, les vies humaines sont en danger si eux ne font pas leur travail d'une manière correcte. Voilà, la CAJ est très engagée aussi sur ce point-là, sur le bon fonctionnement de la justice. Nous travaillons avec les acteurs de la justice, les magistrats, les juges et même les ministères de la justice pour que l'accès à la justice soit amélioré. L'accès à la justice soit amélioré et effective dans toutes les couches de la population congolaise. Voilà. Mais sinon, le Koulouna, en dehors d'être de criminels, sont aussi peut-être de personnes qui doivent avoir une protection égale. Malgré, parce que jusque-là, ils jouissent d'une... Je vous ai parlé tout à l'heure de la présomption d'innocence. C'est ça, c'est ma question. Une personne, quel que soit son niveau de criminalité, doit jouir de la présomption d'innocence et doit voir ses droits fondamentaux être respectés. C'est ma question que je voulais poser. Ouais. Vous avez au moins une idée ou un point de vue à émettre par rapport à la politique, malheureusement, si ce soit une politique inactive du régime passé de Kabila et la politique aujourd'hui du président Félix Tshisekedi en rapport avec la politique criminelle. En rapport avec la politique criminelle, nous encourageons quand même ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a des avancées exactement? Bon, il semble qu'il y a des maïs qui sont en train de venir en grande quantité parce que ce sont ces personnes, soi-disant, Koulouna, qu'on a arrêtées, qu'on a amenées à Kanyamaka. C'est dans la mesure de l'éducation, je pense. Oui, dans la mesure de l'éducation et de l'insertion. C'est-à-dire qu'il faut les rendre utiles pour la société. Il faut rendre ces jeunes gens utiles pour la société. Aujourd'hui, il y a une grande quantité de maïs qui est en train de venir parce que ces personnes, on les a prises, au lieu qu'ils puissent faire des aventures, qu'ils puissent tuer des gens, mieux vaut qu'ils puissent travailler pour l'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire, c'est quoi? Ils sont allés, ils ont fait des champs, ils ont cultivé, et les maïs ont grandi, ils ont fait la récolte, et ils sont en train de nous renvoyer ces maïs pour que nous puissions manger. Il y a aussi une responsabilité de par le parent ou le tuteur des enfants? Oui, les parents aussi. Je pense que c'est aussi un niveau de pauvreté qui occasionne, le niveau de pauvreté qui occasionne aussi ce genre de phénomène. Parce que les parents n'arrivent plus plutôt à prendre en charge complètement leurs enfants.
Voilà. Parce que la responsabilité est partagée, de par une politique d'abord familiale, pour gérer la délinquance de la, de la jeunesse ou de l'enfant, et d'une part la responsabilité de l'État pour gérer, matraquer et réprimer s'il y a le cas et réinsérer dans la s'il y a société. le cas d'une déviation d'une personne. Mais pensez-vous exactement, quand on est dans le cas comparé de la pauvreté, et la RDC, un pays tellement avec le taux de pauvreté élevé, pensez-vous que la mission serait au moins louable jusqu'à un point, peut-être que arrivé en 2023 ou 2022, qu'il y ait nécessairement la bonne pratique de la politique criminelle dans notre pays? Oui, petit à petit, je pense que... avec un taux élevé de la pauvreté de parents, avec un taux élevé de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il faut travailler en amont, que l'État prenne ses responsabilités, que les personnes soient bien payées et que la vie sociale soit rendue possible et mieux à vivre pour tous. Je pense que l'État peut, tant soit peu, arriver à maîtriser ces phénomènes Kuluna. Parce que si un enfant est mieux pris en charge par ses parents, à un certain moment, je pense qu'il va réfléchir aussi 2 fois pour aller dans la rue, et aller voler ou extorquer les choses des privés. Maître Bopol Mupemba, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Mais avant peut-être que nous puissions chuter avec notre émission d'aujourd'hui, vous avez un mot à adresser? Bon, le mot à adresser, c'est d'encourager seulement l'État congolais de bien réfléchir sur la politique criminelle et de prendre ses responsabilités, de doter la police et les services de sécurité les moyens nécessaires, de les enseigner et de les recycler. Parce que aussi, c'est eux aussi qui encouragent ça d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est que l'État prenne ses responsabilités pour arriver à éradiquer ces phénomènes Kuluna. Et il n'y a pas un mot à adresser auprès de la police? Non, à la police, c'est de travailler d'une manière professionnelle, de savoir que les personnes qui répriment sont des personnes qui jouissent des droits fondamentaux et dans leurs actions, ils doivent tenir compte de cela et faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés au maximum. Que les droits fondamentaux soient respectés au maximum. Madame, Messieurs, par cette phrase de Maître Bopol Mupemba que nous avons clos l'émission d'aujourd'hui. C'était un réel plaisir de la présenter pour vous, Elvis Meti, comme d'habitude à la présentation. Habituez-vous et restez branchés sur le programme de votre chaîne. Merci, au revoir. Merci.